Merci de rallier ce plateau dédié aux actions de vulgarisation sur la loi contre la corruption. Au seuil de ce plateau, disons ouf, comme a tenté de le faire M. Jean-Baptiste Elias, président de l'OLC, Organisation de lutte contre la corruption, heureux alors de voir la loi votée enfin en août 2011 par les députés, 7 ans après sa ratification par le Bénin, 7 ans après la ratification par le Bénin de la Convention des Nations Unies contre la corruption en octobre 2004. Oui, ouf, comme le soulagement au bout d'une victoire obtenue après des années de combat pour faire aboutir une cause derrière laquelle on fait des professions de foi officiellement, en public, mais qu'on soutient visiblement avec du recul, un peu trop peut-être. Tenez, 3 ans après sa promulgation par le chef de l'État en octobre 2011, bien malin qui pourrait dire aujourd'hui que cette loi connaît un succès franc dans les tribunaux, mais pour être efficace, disons-le franchement, encore faudrait-il que les citoyens en soient bien imprégnés et qu'ils utilisent cet instrument légal. Combien sommes-nous, question aujourd'hui, à savoir comment nous y prendre pour saisir la justice face à des actes de corruption? Combien sommes-nous à connaître les méandres de la justice, des différentes étapes d'une procédure judiciaire, à connaître nos droits plaignants ou même mis en cause dans les différentes étapes d'une procédure. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit-on. Eh bien, cette émission a valeur pédagogique, cette émission qui participe de la première série d'activités organisées par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption pour vulgariser cet instrument légal qui a été voté, je l'ai indiqué, en 2011. Et pour l'animer, ce plateau, j'ai convié des spécialistes, des acteurs qui sont au cœur du système de la chaîne pénale, justement. On en parle. Au premier rang, il va faire un petit exercice pédagogique. J'ai évoqué derrière cette initiative à la manœuvre de cette grande opération de vulgarisation et de communication sur la loi, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Par chance, on a son président sur ce plateau, M. Ogoubi, président de l'ANLC. Merci d'avoir accepté de nous expliquer un peu la pertinence de cette démarche, même si elle paraît à peu près évidente pour tout le monde. Et surtout les enjeux qui sont attachés à cette démarche. On va vous donner la parole dans un instant, juste après que j'ai fini de présenter les différents acteurs invités sur ce plateau. Après le président de l'ANLC, j'ai plaisir à vous présenter Gilles Sodonon, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou. Merci également d'avoir accepté de nous apporter des éclairages de votre position de magistrat. Et puis, face à ces magistrats, un autre acteur de la justice obligé de la défense, Maître Arthur Ballet, avocat, ancien bâtonnier. Merci également d'avoir accepté de nous éclairer un peu sur les différentes étapes de la procédure de la chaîne pénale. Et puis, un monsieur qu'on a souvent vu camper un peu le droit du citoyen, de celui que j'appelle le titulaire de droit. Il représente ici, campe le rôle de la société civile. Il est juriste. Prince Serge Prince Aboudjan. Il s'intéresse particulièrement à la matière de la corruption, si je ne m'abuse. Voilà. Et puis enfin, généralement, lorsque, surtout dans les zones rurales, les populations ont des problèmes, ont des contentieux, des difficultés, c'est eux visiblement qu'ils voient ces acteurs-là, des hommes en uniforme. On ne les imagine pas souvent pour le commun, à l'origine, au début même de la chaîne pénale. Eh bien, on a la chance d'avoir sur ce plateau un représentant de la police, des forces de sécurité, police et gendarmerie, mais lui il est de la police, commissaire de police. Il est en l'occurrence également sous-directeur des affaires économiques et financières SDAF de l'ex-BAF, Brigade économique et financière. Voilà. Mais il intervient ici sous sa casquette d'officier de police pour nous dire un peu comment ça se passe lorsque, au début de la chaîne pénale, des citoyens vont au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie pour leur présenter des cas, des situations. Mais d'entrée, comme je l'ai indiqué avant qu'on en revienne aux enjeux, à la portée de la loi qui a été votée contre la corruption au Bénin, je voudrais demander au président de l'ANLC de nous dire un peu les objectifs, le grand dessein attaché à cette démarche de vulgarisation
sur la loi contre la corruption au Bénin. C'est pas trop tôt, on dirait. Comme je l'ai indiqué dans mon introduction, eh bien, pratiquement 3 ans après sa promulgation, visiblement, elle est méconnue. Merci, monsieur le journaliste. Et je dois dire d'entrée que l'ANC remercie la France et précisément son ambassadeur au Bénin pour avoir accepté de financer une série de débats qui nous permettront de faire connaître la loi sur la corruption, et également de combattre efficacement la corruption au Bénin. L'objectif visé par cette émission, le premier objectif, c'est de combattre l'ignorance des droits. On veut combattre l'ignorance des droits. Voilà pourquoi on a accepté cette première émission que nous appelons la chaîne pénale police-justice. Et pourquoi particulièrement sur le champ de la lutte contre la corruption? Parce que vous avez le sentiment que si cette lutte piétine, c'est surtout parce que les citoyens... Oui, parce que nous, au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, nous avons adopté de nouvelles approches pour la lutte contre la corruption. Première approche inclusive, qui nous permet de nous ouvrir à toutes les structures étatiques ou non qui luttent contre la corruption. Structures étatiques, les IGM, les IGE, tout ça. Ce sont ces structures-là qui connaissent mieux le phénomène de corruption dans les ministères. Enfin, IGM, IGE et les autres corps de contrôle des ministères, etc. Général des ministères. Voilà. Ah, merci de prendre le micro, s'il vous plaît. Donc, parce que c'est ces inspections-là qui connaissent mieux le phénomène de corruption dans les ministères. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, il suffit de le rapprocher. Voilà, dans les ministères. Et ils connaissent mieux cette corruption, ce qui se passe, les détournements. Mais ils ne sont pas destinataires des rapports. Donc c'est le chef de l'État qui est destinataire des rapports et qui en fait l'exploitation qui convient. Vous voyez. Donc il faut qu'on arrive à s'ouvrir à ces ministères pour que nous soyons suffisamment informés. Il faut que nous nous ouvrions aussi aux associations de la société civile, les ONG, les FONAC et autres. Il faut qu'on s'ouvre pour que nous puissions travailler la main dans la main. Parce qu'il y a des choses que ces OSC peuvent faire que nous ne pouvons pas faire parce que ces OSC sont mieux implantés sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne sommes qu'à Cotonou. Ce qui se passe à Bassina, on ne sait pas. Donc il faudrait que nous puissions travailler avec tous ces OSC. C'est pour cela que je parlais d'approche inclusive, participative. Toujours dans cette approche inclusive, il faudrait que chaque citoyen béninois sache que la lutte contre la corruption n'est pas l'exclusivité de la société civile, ce n'est pas l'exclusivité de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, c'est un combat de nous tous. Il faut apprendre en conséquence aux citoyens à résister au phénomène de la corruption. C'est pour cela que, parce que vous savez avec moi, c'est l'ignorance qui est le terreau de la corruption. Donc, nous avons, hier par exemple, avec les membres de la société civile, nous avons adopté ce que nous appelons le plan stratégique opérationnel pour les 3 ans à venir. On a identifié qu'est-ce qu'on peut faire, selon quelle fréquence, quel calendrier, etc. Et ce que nous faisons aujourd'hui dans cette émission, c'est d'apprendre aux citoyens à résister. Et pour que le citoyen puisse résister, il faut qu'il ne soit pas ignorant. Il faut qu'il connaisse déjà ses droits. Voilà. Et comme la lutte contre la corruption, la procédure commence par la police, etc. La police, le parquet, à chaque niveau. Quel est le citoyen quels sont les droits du citoyen qui est mis en cause? Quels sont ses droits? Quels sont les droits de la victime? Et à chaque niveau de la chaîne jusqu'à la fin, nous voulons combattre l'ignorance. C'est le premier objectif. Parce que je vais vous dire ceci. Lorsqu'on termine le procès par un jugement, lorsqu'on termine le procès par une décision judiciaire, mais si le procès n'est pas, si la décision n'est pas exécutée, alors que doit faire le bénéficiaire de la décision? Que doit-il faire? Si la décision n'est pas exécutée, c'est des milliards que l'État perd. Lorsqu'on dit, dans la décision, nous confisquons ce bien, le procès n'est pas exécuté,
l'État ne va jamais rentrer dans les fonds. Comment mettre en œuvre, donc l'exécution d'une décision. Je vous ai dit, toujours dans le processus, les animateurs qui sont sur le plateau auront à expliquer dans quel délai chaque procédure doit être accomplie ou bien exécutée. Parce que on reproche quelque chose à quelqu'un à l'instruction, il y a un délai, dans un délai précis. Si nous allons au jugement, le dossier est confié à la structure de jugement, il a un délai précis. En matière pénale, en matière civile. C'est bon à savoir pour le citoyen, le c'est bon à savoir parce que lorsqu'on vous dit que le procès civil doit être enfermé dans un délai de 6 mois, en ce qui concerne le juge de la mise en état, il n'est pas rare de constater que le juge de jugement, par exemple, ou le juge de la mise en état renvoie les dossiers à des dates éloignées. Il faudra que le droit, qu'on apprenne aux citoyens d'arracher ses droits. Il faut qu'on lui apprenne ça. C'est pour cela que nous combattons l'ignorance. Voilà, en gros, c'est pourquoi nous avons... Merci beaucoup, parce que je dois vous laisser partir. Vous êtes sollicité par d'autres sollicitations de vos charges. Excusez-moi de vous... Pardonnez-moi, littéralement, j'allais vous dire, je ne sais pas si le magistrat que vous êtes est toujours astreint à cette obligation de réserve. D'ailleurs, ça nous permettra d'interroger l'étendue de votre autorité. Une question chatouilleuse, c'est vrai. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, il y a une batterie d'organisations, d'initiatives au plan national de lutte contre la corruption, mais on voit pratiquement les citoyens aujourd'hui béninois le sentiment que cette lutte, elle est pratiquement vaine, surtout lorsqu'on doit complètement l'abandonner à la superstructure de l'État, gouvernement, Assemblée nationale. Alors cette initiative, est-ce qu'elle a la valeur de mobilisation du citoyen pour se saisir également de ce combat, pour le faire aboutir? Parce que vous avez le sentiment que si on le confie seul aux décideurs, comme on le dit, c'est peine perdue. Tout à fait. Je vous ai dit, la lutte contre la corruption n'accepte pas pour la lutte contre la corruption, il n'y a pas un remède standard. Il n'y a pas un remède standard. C'est toute une batterie de remèdes qu'il faut utiliser. Et le cœur du message, c'est de dire aux citoyens, attention, cette lutte ne va prospérer que lorsque vous allez vous impliquer. Et pour cela, il faut connaître vos droits. Tout à fait, il faut apprendre à résister. Connaître les procédures, les moyens d'action de recours. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup à vous, M. Ogoubi, je rappelle, président de l'ANLC, Autorité nationale de lutte contre la corruption, à qui on doit en partie avec le RTB cette initiative de ce plateau. Alors tout de suite, merci beaucoup. On peut vous laisser partir, peut-être vous allez suivre la suite après. Alors revenons à cette loi qui a été votée enfin en 2011, je l'ai indiqué, 7 ans après la ratification par le Bénin de l'instrument à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Est-ce que vous considérez, vous, monsieur de la société civile, qui avez sans doute également, qui avez combattu le bon combat, comme Jean-Baptiste Elias, pour qu'on y arrive, que ça y est, on a l'instrument fétiche pour y aller? Merci. Monsieur Ozias, je voudrais, si vous me permettez, saluer les téléspectateurs qui nous accompagnent dans cette émission. Venant à la question, je dirais d'emblée que on est dans une avancée. On est dans une avancée dans la mesure où aujourd'hui au moins le Bénin peut se dire que nous avons un instrument juridique qui réprime la chose. Ce qui veut dire que assez fortement. Oui, je trouve même, et je l'ai souvent dit, c'est une loi d'une sévérité extrême, c'est ce que je dis. Une loi qui, visiblement, à la lire, vous sentez une révolution dans la démarche législative. Donc c'est une loi très sévère, et on le verra au cours de ce débat. Donc cet instrument existe. Et le Bénin, contrairement à ce qui se passait avant l'arrivée de cette loi, il y avait des dispositions qui existaient, qui étaient éparses, on allait les chercher dans tous les documents de droit qui existaient et qui n'englobaient pas, qui ne prenaient pas dans sa réalité la notion que nous voulons combattre, qui est la corruption. Aujourd'hui, le Bénin peut se justifier, peut s'enorgueillir en disant « nous avons un instrument ». Mais après l'instrument, et c'est là où en tant que société civile, on peut dire qu'on ne voit pas les choses bouger. Puisque, avec la sévérité de cette loi, on devait déjà voir au niveau des acteurs une certaine peur, ce qu'on ne ressent pas du tout, en tout cas,
depuis que la loi est arrivée. Et où se trouve le boulot à vos yeux? Est-ce que c'est, peut-être avant de répondre à la question du boulot des obstacles, c'est pas, je dis, cette sorte de raideur, cette sorte de peur du gendarme qui ne vient pas avec cette loi-là, qui a poussé à l'initiative d'une constitutionnalisation carrément des dispositions? Monsieur Prince Aboudjan. Pour moi, 2 éléments caractérisent cette situation. Le premier élément, c'est l'absence de vulgarisation de la loi. Il faut dire que la plupart des Béninois ne connaissent pas la loi. Parce que si vous connaissez la loi, si vous lisez cette loi, il y a des choses que vous ne ferez plus. Donc, il y a cette absence de vulgarisation de la loi. Le deuxième élément que je trouve qui caractérise cette situation, c'est l'absence de volonté politique à appliquer réellement la loi. Vous verrez que depuis qu'on a mis en place les structures, ça tend à partir. On a vu le débat sur le financement de l'autorité, on ne sent pas... L'autorité nationale de lutte contre la corruption. Jusque-là, on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas le financement, etc. Et si on sait dans quel contexte cette loi est venue, et si on sait que cette loi, contrairement à beaucoup d'autres, ont fait l'objet d'un message à la nation du président de la République dès sa promulgation, on peut sentir une certaine volonté d'aller à l'avant. Mais tous les citoyens, en tout cas, nous qui observons, qui sommes de la société civile, je peux le dire ainsi, ne sentons pas cette volonté politique. Qu'est-ce que vous pensez que l'autorité nationale de lutte contre la corruption pourrait faire pour faire avancer justement cette cause-là? Oui, on a commencé. On a commencé peut-être par les émissions, présenter la loi, présenter le comportement, mais aussi chercher à aller dans les situations qui existent. En tant qu'autorité, institution, d'accord, intervenant également ou chapeautant carrément toutes les autres initiatives de lutte contre la corruption, vous avez l'impression que c'est une institution vraiment pertinente ou une de plus? Elle est fortement pertinente. Et si vous voyez aussi, vous faites une étude comparée des législations en matière de lutte contre la corruption de par le monde, ces législations mettent en place toujours une structure pour surveiller le mécanisme. C'est partout. Le Bénin aussi, c'est pas nouveau pour nous. Seulement, il faut déjà que cette structure ait les moyens nécessaires, ait la plénitude de son pouvoir pour pouvoir agir. Et ça, on sent par rapport aux acteurs de cette structure, mais on ne sent pas au niveau de la volonté générale politique pour accompagner ces gens. Parce que la priver, cette institution de moyens, c'est ne pas donner toutes les chances qu'il faut à toutes les initiatives qui se prennent pour lutter contre la corruption d'aboutir. Je vais faire des interventions croisées et demander au magistrat, en la personne du procureur général, Gilles Sodonon, comment il a accueilli le vote de cette loi et pourquoi, à son sens, cette loi n'a pas autant de succès. Je l'ai indiqué dans mon introduction. Est-ce qu'à défaut qu'il y ait suffisamment de cas, comment analysez-vous justement ce phénomène? Merci M. Ozias. Je pense, comme l'a dit mon prédécesseur, que cette loi, c'est une innovation importante qui a été sous-tendue, qu'on le veuille ou non, par, à un moment donné, par une volonté politique quand même. Cette loi, elle est très répressive. Et le législateur a ratissé large pour que aucune infraction vraiment touchant à la corruption ne puisse échapper à la répression. Mais, effectivement, l'application sur le terrain, la mise en œuvre, l'effectivité de cette loi, pour le moment, ne se fait pas encore vraiment sentir. Les raisons profondes, certaines raisons ont été évoquées tantôt, l'ignorance de la loi elle-même, et puis les piétinements, les tergiversations qu'on remarque actuellement. Mais ces tergiversations sont dues à ce que nous sommes, nous, Béninois. Voyez-vous, le Béninois n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup dénoncer. Nous avons, nous sommes très attachés aux relations d'amitié, de famille, ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui vais dire. Si je vais dire, on va mal me regarder. Il y a cette lourdeur sociologique qui est l'une des entraves essentielles à la mise en œuvre, à l'effectivité de la loi. Parce que pour réprimer un acte de corruption, il faut encore que
cet acte-là soit porté à la connaissance des structures de répression. Celui qui est victime de Vous n'avez pas le sentiment que c'est faute de blocage d'instructions qui vous sont données? Non. En tout cas, je puis assurer qu'au niveau du système judiciaire, aucune instruction n'est donnée. Au contraire, il y a aujourd'hui, qu'on le veut ou non, des dossiers de corruption qui sont en cours d'instruction au niveau de l'appareil judiciaire, beaucoup. D'autres, une partie au niveau de la haute cour de justice qui fait son petit bonhomme de chemin, mais d'autres au niveau des cabinets d'instruction. Bon, on aurait peut-être souhaité qu'il y ait beaucoup plus de dossiers, parce que tous les jours, nous disons, la corruption gangrène le pays, la corruption est un frein au développement et tout, mais on aurait souhaité que tous les actes de corruption puissent être réprimés. Mais le gros problème, comme je l'ai dit, c'est la dénonciation. Si on ne dénonce pas, si on ne porte pas les faits à la connaissance des autorités de répression, ces infractions resteront toujours impunies. Maître Arthur Ballet, vous êtes un acteur de la justice, vous êtes souvent saisi, je présume, amené à défendre soit des dossiers de cas de corruption ou autres, ou vous, ou vos collègues. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est surtout l'ignorance ou la peur de dénoncer, et auquel cas vous considérez que cet instrument légal peut rassurer les citoyens de ce point de vue-là? Merci, monsieur Zounouvou. C'est normal que l'instrument rassure. C'est normal que l'instrument rassure. Oui, a priori, il doit rassurer. Parce que dans le milieu judiciaire, on dit toujours qu'il ne peut pas y avoir de sanctions si cela n'a pas été prévu au préalable. Donc, lorsque l'on pose un acte aujourd'hui et que c'est demain que se prendra la loi pour condamner cet acte, eh bien aujourd'hui vous n'êtes pas sanctionnable. Donc aujourd'hui on sait que la corruption et la vingtaine d'infractions que ce texte couvre sont désormais répréhensibles. Si vous voulez mon avis, moi je suis heureux au moins une seule des infractions. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Parce que, en même temps que j'en suis heureux, c'est cette infraction-là qui fait peut-être que personne ne se presse dans le pays. Parce que, qui est-ce qui souvent est victime de la corruption? Dans le texte de loi, la victime, c'est surtout l'État. Or, pour qu'il y ait du succès par rapport à une infraction, c'est que le public, le citoyen lambda, se sente concerné. Il ne se sent pas concerné. Et il ne peut pas se sentir concerné si ce travail de vulgarisation n'est pas fait. Mais est-ce qu'en réalité, on devrait vulgariser une loi? Non. Parce que le principe encore, c'est de dire que nul n'est censé ignorer la loi. On ne vulgarise que parce que nous sommes dans un milieu où l'analphabétisme est la règle et que, plus aisément, lorsque les moyens, les masses médias mettent à la portée du public ce qui se fait dans l'hémicycle à Porte Novo, on n'a plus de chance que ça évoque en eux un écho. Alors, je dois donc dire en conclusion de cela que c'est tant mieux qu'il y ait une loi, parce qu'avec la loi, il y a un point de départ. Donc j'apprécie. La deuxième chose que je voudrais ajouter, en attendant d'aller plus loin, c'est que l'ensemble des personnes que cette loi doit frapper, c'est souvent les fonctionnaires. C'est des fonctionnaires ou des hommes d'affaires. Ce n'est pas les plus nombreux dans le pays, mais c'est les plus déterminants dans la gestion des affaires de l'État. Parce que l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui est une autorité composée de 13 membres, a, je crois, un maximum de 4 qui ne sont pas des fonctionnaires. Tous les autres sont des fonctionnaires. Donc, des fonctionnaires qui vont aider à mettre en marche la machine qui, nous dit-on,
fera que notre pays va se mettre sur le terrain du développement. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas une impulsion béninoise qui a fait la loi, c'est faux. C'est la Convention de Mérida, celle que vous avez citée tantôt, de 2003 aux États-Unis, enfin prise par les Nations Unies. C'est cette convention qui a poussé à faire prendre des lois contre la corruption dans la plupart des pays. Et vous savez très bien, monsieur Oussounou, que lorsque dans un prêt qu'on doit vous faire, on parle des conditionnalités, on retrouve même souvent que l'on mette, il faut avoir signé telle loi. Donc, ce caterpillar derrière les autorités politiques de notre pays ont justifié qu'ils aillent au pas de charge pour voter la loi. Bon, c'est toujours un problème de souveraineté, mais bon, il faut l'accepter comme ça. Voilà un peu ce que moi je pourrais dire sur ce terrain et répéter que oui, c'est un progrès. Monsieur Serge Agbojan l'a dit, le PG l'a dit aussi, c'est un progrès et il vaut mieux considérer que on va faire avec. On va rentrer de plein pied dans le cœur du sujet, la chaîne pénale. Quelles sont les différentes étapes de la procédure lorsqu'un cas de corruption ou un cas ordinaire de contentieux et autres est présenté devant l'institution judiciaire? Le premier interlocuteur, quel est-il, monsieur le procureur? Alors, merci monsieur le journaliste. Là, nous sommes en matière pénale carrément. Et c'est la police judiciaire. C'est le premier maillon de la chaîne. De par sa mission, la police judiciaire est chargée dès qu'elle a connaissance d'une infraction, d'en rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et d'en dresser le procès verbal qu'il soumet au procureur de la République. Donc, c'est un maillon capital. La police judiciaire est un maillon capital de la chaîne pénale. Tout part de la police judiciaire. Alors, dès qu'il y a un cas de corruption dénoncé à la police, c'est à l'OPJ d'entrer tout de suite dans la danse et de commencer à faire les actes de son office. L'OPJ, l'officier de police judiciaire. Avertir le procureur immédiatement de ce que telle infraction a été commise et qu'il en est saisi. Et sous la direction, sous le contrôle du procureur de la République, qui est le directeur de l'enquête, par la loi, investi par la loi, pose les actes qu'il faut, les actes de sa profession. Voilà. Alors, j'ai exprès fait le détour de la question par le procureur pour revenir à vous. Monsieur le commissaire de police, Edouard Ogouchiro, est-ce que vous, étant à l'entrée du système judiciaire par rapport à la chaîne pénale, est-ce que vous estimez que la loi vous met beaucoup plus à l'aise dans l'exercice de vos fonctions, de ce point de vue, plus contraignante, vous rend la fonction plus contraignante, plus délicate? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de répondre à la question, et apporter un peu mon petit grain par rapport au premier point qui a été développé, par rapport à la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant en lutte contre la corruption et autres infractions connues en République du Bénin. Alors, par rapport aux interventions des uns des autres, je peux dire que je suis heureux que déjà au Bénin qu'il y ait une loi, anticorruption. Contrairement à certains pays que j'ai connus et au cours d'une mission à Dakar le 9 juin dernier, c'était à l'occasion du 9e programme mondial anticorruption, où chaque pays a présenté ses instruments juridiques dans le cadre de la lutte contre la corruption. Alors, en dehors du Sénégal, le Bénin était pratiquement le seul pays qui non seulement a une loi, mais aussi une structure digne du nom,
chargé de lutter contre la corruption. Donc c'est déjà heureux. C'est déjà heureux. Il y en a des pays qui n'ont pas encore cette loi et qui n'ont pas aussi des structures mises en place par l'État pour lutter efficacement contre la corruption. On peut s'en féliciter. Oui. Mais derrière, il y a des exigences. Par rapport à la question que vous m'aviez posée, c'est vrai, lorsque tout part comme le PG l'a dit, de la police judiciaire. Ça veut dire quoi? La police judiciaire l'a bien rappelé. Constater les infractions à la loi pénale, rechercher les preuves, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter au procureur de la République. Alors, donc, ce n'est pas aussi aisé, cette mission, comme vous l'avez demandé. Alors, nous avons quand même des instruments, notamment le Code de procédure pénale, le Code pénal et beaucoup d'autres, qui nous permettent d'accomplir cette mission. C'est bien de l'évoquer, on va tomber dans du concret. Vous savez, j'ai posé la question à dessein quand j'évoquais éventuellement la délicatesse de vos fonctions à la lumière de la nouvelle loi qui est votée. Parce que vous savez, on critique souvent la police judiciaire, surtout à l'entrée de la procédure judiciaire. Des fois, soi-même, c'est même là qu'on soupçonne des cas de corruption, de PV traficotés ou de pression faite sur des gens pour faire leur déposition. Concrètement, quelles sont les marges de manœuvre que la loi vous donne lorsque des cas vous sont présentés? Quelle sorte d'actes vous prenez? Comment se constitue le dossier à votre niveau sans faille? Alors, pour moi, je pense que en tant qu'officier de police judiciaire, on est d'abord un agent de l'État et censé réprimer les cas qui sont contraires à la loi, qui sont des infractions. Et lorsque ces cas sont portés à notre connaissance, ce n'est pas à nous de faire le contraire de ce que la loi prévoit. Nous faisons notre travail, nous recevons les plaintes, nous ouvrons une enquête après, bien sûr, avoir rendu compte au procureur de la République. Nous recherchons les preuves et nous rassemblons les preuves que nous présentons avec les auteurs au procureur de la République. Donc, nous sommes des garants de la loi, des libertés et de tout trouble à l'ordre public. Par conséquent, nous ne pouvons pas enfreindre aux dispositions de la loi. Ça, c'est le principe. Et c'est ce qui se passe. Monsieur Pressabouli, est-ce que vous pensez que dans l'exercice ordinaire de leur fonction, les interventions au niveau de la police judiciaire au début de la chaîne pénale sont suffisamment cadrées et réglementées aujourd'hui pour éviter des dérives? Quels sont les droits des citoyens lorsqu'ils vont devant la police? Est-ce que vous pensez que la loi protège suffisamment les citoyens devant la police judiciaire? Je dirais que, en plus de la loi contre la corruption qui est arrivée, le législateur a renforcé cette loi en mettant en place le nouveau code de procédure pénale. Ça l'a suivi. Et le code de procédure, c'est en 2013 que le code est venu. Et contrairement à ce qu'on avait avant, le code de procédure tel que nous l'avons aujourd'hui a au cœur le respect de la dignité de la personne humaine, contrairement aux différents textes qui existaient avant. Ici, on sent que le législateur veut protéger, quoi que ça coûte, la dignité de la personne humaine. Et ça se manifeste par un certain nombre d'éléments. Si vous prenez par exemple les principes généraux que ce code a édités, vous avez 4, par exemple, qui me paraissent fondamentaux. Il y a la procédure pénale, est dit par le législateur, qu'il doit être équitable, qu'il doit être impartial, qui doit être contradictoire. Et en plus, il dit que tous les justiciables doivent être dans l'égalité devant la loi. Alors, ces éléments-là, déjà, sont des bases pour pouvoir aider le citoyen à être à l'aise dans une procédure, même si on suspecte des choses contre lui. Si on parle d'équité, si on parle d'impartialité, si on parle de droit à la défense, la contradiction, etc., eh bien, le citoyen doit se sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que c'est des principes
que je dirais, qui respecte la dignité de la personne humaine. Mais en observant, justement, on a comme l'impression que cette leçon, cette volonté du législateur n'apparaît pas dans la procédure pour l'instant. On peut supposer que c'est parce que le code de procédure pénale est un code nouveau, neuf, que les acteurs ne prennent pas en compte cela. Parce que tous les citoyens qui nous regardent savent les brimades que nous avons dans les commissariats. Tout le monde sait que quelquefois, il n'y a pas l'équité dans le traitement du dossier des citoyens. Tout le monde sait également que parce que tu connais un chef, tu connais un commissaire, on te vole, on peut te mettre en garde à vue. C'est au Bénin que ça se passe. Ce qui veut dire que entre les droits acquis que le législateur vient de mettre en place dans son code, dans le nouveau code, on peut ne pas sentir encore, ou on ne sent pas, pour être plus expressif, cette volonté du respect de la personne humaine. Pour l'instant, je semble justifié par la nouveauté de la loi. Mais nous sommes déjà en 2014. On a déjà fait 1 an, à mon avis. Et donc, on peut déjà faire mieux par rapport à ces principes généraux que le législateur a fixés dans le code. Au-delà de vos observations, Maître Arthur Ballet également a des observations à faire, observations d'ordre général. Je vais descendre avec un cas concret pour qu'on voit, par exemple, lorsque un dénonciateur de cas de corruption se présente devant un officier de police judiciaire, lorsqu'une victime qui s'estime avoir été lésée, abusée dans un cas de corruption se présente, concrètement, comment ça se passe? Comment débute la procédure et son cheminement? Oui, on va vous le dire en temps utile. Bon, c'est vrai que monsieur le commissaire a donné un cadrage du travail que la police judiciaire fait, étant au départ de la procédure judiciaire. Mais lorsque mon ami Serge Agbodjan allait donner quelques explications, j'ai pensé, malheureusement il a oublié, peut-être qu'il a laissé pour moi, j'ai pensé qu'il allait dire quel est le rôle fondamental de l'avocat dans l'équité et la défense du droit des parties. Tout à fait. Là, le code de procédure pénale dont il parle, le nouveau code, a prévu, innovation majeure, a prévu que dès l'enquête préliminaire, c'est-à-dire dès que le citoyen poursuivi arrive devant l'officier de police judiciaire, il puisse être assisté d'un avocat. C'est-à-dire qu'il demande à l'avocat de venir l'assister, c'est-à-dire rester à ses côtés. Et la loi préserve le secret des discussions entre ce citoyen poursuivi et son avocat. Autrement dit, la loi a prévu que tout inspecteur ou tout commissaire, tout officier de police judiciaire, dès lors que il veut interroger une personne poursuivie, puisse s'entendre dire par ce citoyen: je veux d'abord l'assistance de mon avocat. Je veux savoir, est-ce que la loi fait obligation à l'officier de police judiciaire d'énoncer d'abord aux mises en cause, aux citoyens, aux justiciables, son droit en la matière? C'est bien cela. C'est bien cela. Mais comme vous le savez, ou comme vous avez pu le constater, messieurs les officiers de police judiciaire ne sont pas très proches de cette disposition parce que ils ne se sentent même pas obligés de dire. Parfois, il y a d'autres qui disent c'est vrai, mais il y a d'autres qui, quand l'avocat arrive, ne sont pas contents de le voir parce qu'ils le considèrent comme quelqu'un qui est en train d'empêcher leur procédure d'aller comme eux ils veulent. Ce n'est pas nouveau, hein. Même hier encore, je peux vous citer des cas, les avocats peuvent vous citer des cas. Il y a la loi, il y a les hommes. Entre les hommes et la loi, il y a toujours une marge. Et la marge, c'est celle que chacun des interprètes de la loi emploie. Le citoyen a le droit. L'officier de police judiciaire doit pouvoir dire aux citoyens: bon, voilà, on vous poursuit. D'abord, il dit de quoi il est poursuivi. Vous avez le droit de prendre un avocat. Voulez-vous en prendre, oui ou non? Avant de commencer son interrogatoire.
C'est comme ça. Et face, vous savez, c'est une disposition, c'est assez séduisant du point de vue de la défense des droits de l'homme, mais quand on voit le contexte dans lequel il s'applique, où des fois vous avez affaire à des analphabètes, oui. Enfin, comment vous vous débrouillez? Alors face à un analphabète qui n'a jamais entendu parler d'un avocat, quand vous le lui formulez comme ça, ses droits, qui ne sait même pas quoi répondre. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'Ordre des avocats a entrepris d'envoyer dans tous les commissariats et dans toutes les brigades de gendarmerie le tableau de l'Ordre des avocats. C'est un document qui répertorie l'ensemble des membres de la profession pour empêcher qu'éventuellement quelqu'un se présente et dise qu'il est avocat alors qu'il n'est pas dans la corporation. Donc, tous les officiers de police judiciaire savent qu'ils ont droit à un avocat. Oui, très rapidement, parce qu'il faut... Avant que l'officier, le commissaire ne parle, j'allais ajouter 2 éléments. Le législateur est allé très loin. Le législateur a fait de l'obligation d'information de la personne qu'il peut prendre un avocat, qu'on doit l'informer des charges retenues contre elle. La première des choses, on t'arrête ou on t'arrête, c'est pour tel. On doit le lui dire. On doit lui donner la possibilité d'avoir un avocat. On doit lui donner la possibilité d'être examiné par un médecin de son choix. Et la possibilité de recevoir un membre de sa famille. C'est des exigences que le législateur a mis en place. Et je ne vais pas dire plus que ce que le maître a dit, mais les bâtonniers, l'ordre des avocats allait loin, en dehors du tableau. Ils ont mis des numéros de téléphone au niveau des brigades. Et ils ont des permanences pour permettre aux citoyens d'appeler ces numéros pour que les avocats viennent les aider, ne serait-ce par coup de fil. Donc, je crois qu'au niveau de ceux qui sont auxiliaires de justice, les instruments sont en place. Mais maintenant, au niveau du commissaire, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, très concrètement. Avant le commissaire, oh là là. puisque nous sommes dans cette veine-là, il vaut mieux que je le dise. Parce que le législateur, en son article 64 du nouveau code du code de procédure pénale, sanctionne l'inobservation de ces prescriptions-là. Sanctionne durement par l'annulation de toute la procédure. La pièce, le PV, qui est établi en violation de ces prescriptions-là, n'a plus aucune valeur. L'OPJ aura travaillé pour rien. Quel moyen avez-vous de vérifier si, oui ou non, l'officier de police, dans l'exécution de sa procédure à son niveau, a fait valoir ses droits aux citoyens qui vous présentent après, si c'est sa parole contre celle du citoyen? Oui, mais ce même code, comme M. Ballet vient de le dire, il a le droit à l'avocat à la première. L'avocat doit l'assister à la première. Donc, s'il ne vient pas, et que le PV est élaboré dans ces conditions et transmis au parquet, le mise en cause, la personne soupçonnée devant déférer au parquet, peut dire au procureur, voilà les conditions dans lesquelles le PV a été établi. Je prends un cas pratique. Alors, face à vous, un citoyen qui a été, que vous avez face à vous et pour lequel vous devez faire un PV, l'entendre, et avant de l'entendre, de l'interroger, de le cuisiner, comme pour reprendre votre jargon, vous lui formulez ses droits, il dit je n'en connais aucun, avocat, on en parle, et vous faites quoi à ce moment? Mais j'ai bien envie d'en avoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vous m'excusez, je suis un peu surpris d'entendre Maître Palais, non? Oui. Avec le grand Serge, et parler aussi par rapport à la procédure en matière d'enquête préliminaire. Je suis surpris parce que le maître dit que le code est nouveau et qu'on est tous encore à l'apprentissage et qu'il y a une méconnaissance encore du test. Et je voudrais demander d'abord la faute est à qui? Lorsque tout à l'heure le problème de la loi sur la lutte la loi 2011 a été posée, il dit qu'on ne devrait même pas vulgariser un test. Alors, on dit, il a ajouté, nul n'est censé ignorer la loi. Si on ne vulgarise pas un test, comment est-ce que les usagers, la population pourrait en savoir le contenu et comment dit-on, ne pas enfreindre? Donc, la première des choses, lorsque le test
le nouveau texte de code de procédure pénale est sorti, à mon avis, la première des choses, c'est de mettre les moyens pour ça, non seulement la vulgarisation, mais aussi et mettre les moyens pour former les officiers de police judiciaire et les différents acteurs de la chaîne pénale. Ça a été le cas ou pas, monsieur le commissaire? Est-ce que ça a été le cas? Non, je vous pose la question. Non, justement, si il relève des insuffisances, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Et si ça n'a tout au moins au sein des institutions de la police ou de la gendarmerie, des efforts se font. Ils sont faits pour que les gens puissent s'approprier de cet instrument parce que c'est leur, comment dit-on? Leur bréviaire. Leur bréviaire. Maintenant, revenons à la question. Alors, il ne faut pas que ça soit une excuse. Non, je reviens maintenant à la question. Oui. Et lorsque un usager est convoqué dans les unités de police ou bien de gendarmerie pour une infraction, un fait pénal, la première des choses, avec l'avènement du nouveau code de procédure pénale, c'est de lui demander s'il a un avocat ou s'il veut un avocat. Et s'il veut se faire assister un avocat. Ça, c'est le code l'a prévu en son article 59. Très bien. 59. Au-delà de ça, lui demander s'il est malade, c'est-à-dire de se faire examiner par un médecin de son choix. Et même comme faire appel à un parent. À un parent. Et au niveau même de l'avocat, il peut dire que oui, j'ai besoin d'un avocat. Et le code est clair, en son article 78, qui parle de l'assistance d'un avocat. Alors, on lui accorde un délai pour qu'il fasse appel à son avocat. Et le code est clair, on peut vous lire le code parce que c'est de ça qu'il s'agit. Très pratique, délai, oui. Le délai n'est pas prévu par le code de procédure pénale. On dit que, si je me permets de vous lire très rapidement, on dit... C'est sur le principe, en fait. C'est la question du principe. Non, c'est pour faire toucher du doigt que le code n'a pas été précis. Et ça vous pose une difficulté? Lorsque vous demandez, il demande à avoir un avocat, il appelle son avocat, si l'avocat vient dans les heures qui suivent, tant mieux, et on déclenche la procédure. Mais il arrive qu'avec la pratique, que les avocats disent que il faut reporter, je ne suis pas disponible, ou bon, je viens et il ne vient pas. Alors, pour le respect du délai constitutionnel, le délai de garde à vue, on a quelqu'un sous la main qui a commis une infraction pénale et qu'on garde et qu'on doit entendre faire monter un dossier, une procédure, et que l'avocat, il dit qu'il veut se faire assister d'un avocat, il a ce droit, on lui notifie tous les droits et que l'avocat ne vient pas. Nous, on appelle l'avocat, où on demande, tu peux changer, tu peux prendre un avocat, un autre. Alors, maintenant, c'est les difficultés liées... Ça, c'est des difficultés d'application. À la gestion de nouveau code de procédure pénale. Très rapidement, avant de revenir sur le cas... Je vais même plus loin. Vous m'excusez. Lorsque, par exemple, nous parlons d'avocat, l'assistant de l'avocat, le code est clair pour dire que l'assistant de l'avocat consiste à l'assistance physique même de la personne, c'est-à-dire de l'avocat. La présence physique de l'avocat aux côtés de son client. Nous sommes d'accord. Pour relever ou faire des observations. Sur l'interrogatoire, s'il y a des distorsions, des questions... À ce niveau même-là, le code a dit que l'assistant de l'avocat, il arrive même que pour un individu, vous allez trouver plusieurs avocats, 2 ou 3 avocats. Est-ce que le code l'a prévu? Ça, c'est des interrogations. C'est des interrogations. Vous allez prendre la parole. Non, c'est pour dire au maître que ce n'est pas aussi... Vous avez des difficultés d'application. On a aussi des difficultés d'application par rapport Alors, maître... Sinon, les droits sont bien notifiés aux personnes. Vous avez envie de réagir Oui, je vais réagir parce que ce que monsieur le commissaire ne perçoit peut-être pas, c'est que nous avons dit, voici les principes énoncés par la loi, la nouvelle loi, et que nous avons désormais dans la procédure pénale, c'est-à-dire dans n'importe quelle infraction, même si nous parlons de corruption, dans n'importe quelle infraction, la loi a prévu que ce soit eux
la police judiciaire qui commence les enquêtes préliminaires. Très bien. C'est prévu par la loi. La même loi a prévu que ce soit nous, les avocats, qui soyons aux côtés de ceux que vous allez interroger. Même si nous restons silencieux, la loi a prévu que nous soyons là, dès le départ. Vous avez demandé au commissaire à un moment donné, concrètement, comment comprendre que si quelqu'un, si une personne poursuivie devant eux, n'a pas eu les questions préalables, ce sera leur parole contre la sienne en définitive. À cette question, il n'a pas répondu. Or, c'est cela le débat qu'on pose. On dit, puisque la loi a prévu cela, il faut que désormais, tous, à la police judiciaire, tous, pas un de moins, comprennent que les choses ont changé et qu'il faut faire comme. Mais maintenant, si c'est la vulgarisation qu'il faut pour ça, on n'a pas besoin de vulgarisation ni d'aller à l'école. Parce que je suis persuadé, monsieur le commissaire, que tous les officiers de police judiciaire savent très bien ce qu'est le code. Ils le connaissent, ils connaissent le code pénal plus que nous, le code de procédure pénale plus que nous. Parce que c'est leur outil de tous les jours. Nous, c'est à l'occasion du dossier qu'on le regarde. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que les choses ont changé. C'est la simple information que j'apporte à travers, monsieur le commissaire, à tous ceux qui, à une étape ou une autre, sont impliqués dans la procédure pénale et qui sont peut-être poursuivis, qu'ils comprennent bien que le tableau dont j'ai parlé a indiqué également l'adresse pénale, le téléphone le contact d'avocat. Voilà. Que les avocats réagissent mal ou vous fassent traîner, ce n'est pas là le problème, monsieur le commissaire. Le problème est qu'il faut déjà dire, chaque fois que quelqu'un vient devant vous, monsieur, vous avez le droit de prendre un avocat. Vous voulez prendre un avocat? Je laisse les détails, où l'on dit à quelqu'un qui vient, est-ce que tu as l'argent pour prendre l'avocat? Il va dire, bien entendu, non. Combien de personnes peuvent prendre avocat quand on considère que l'avocat, c'est de l'argent? Je souhaite, sur des cas pratiques, qu'on dise un peu l'attitude à adopter. Permettez-moi de réagir rapidement. J'ai bien dit, je veux rectifier ça. Quand j'ai pris la parole, j'ai bien dit que les droits sont bien notifiés aux usagers lorsqu'ils sont interpellés. Ça, c'est clair. Cela s'entend. La question, c'est notifié. On leur notifie le droit. Ça, c'est clair. Mon commissaire, par rapport à l'infraction pour... Je vous réconcilie. La question aujourd'hui, c'est de savoir, à la faveur de la loi, si cette disposition est systématiquement fait respecter par tous les officiers de police judiciaire. Monsieur, je vais donner un exemple. Quand vous avez invoqué je vais donner un exemple. Le défaut de vulgarisation. Moi, je pensais, avant la promulgation du code, je l'observais. Et après la promulgation, je pensais que ça n'allait pas avoir cours dans le respect des textes. Vous savez, et tous les citoyens nous écoutent aujourd'hui, lorsque vous êtes devant l'officier ou vous êtes devant un inspecteur, dans les commissariats, dans les gendarmeries, la première réaction qu'ils ont, dépose ton portable. Ils te le retirent systématiquement. Ils te le retirent systématiquement. Moi, cette manière de faire me montre déjà que je n'ai même pas accès à appeler mon avocat. Moi, je m'attendais à ce que, lorsque je viens, puisqu'on va me dire mes droits, la première des choses, monsieur, vous devez appeler votre avocat. Il va répondre, mais j'ai l'impression, j'anticipe, j'en sais rien, c'est peut-être pour éviter de faire brouiller d'éventuelles pistes d'enquête, j'en sais rien. Puisque, même si on vous le retire, éventuellement, et peut-être on vous le redonnera pour appeler l'avocat. Oui, monsieur le journaliste. Pourquoi ce genre de pratique? Oui, et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour dire ce qu'on fait, ou ce qui se fait et ce qui doit être fait. D'accord, expliquez-moi. La police ou la gendarmerie, ce n'est pas la vie civile. Expliquez-nous juste la pertinence. Non, nous sommes garants de la constitution de l'ordre public. Et que par conséquent, lorsqu'une personne vient interpeller, et que bien sûr, le droit est bien, il lui est notifié, bien sûr. Notifié, oui. Mais pour éviter que les preuves, éventuellement les preuves soient altérées, modifiées, il y a les dispositions, ça c'est clair, ça c'est de la police. Très bien, mais retenons. C'est de la police, de veiller à ça. De veiller à ça. Alors la question principale, il faut qu'on avance. Oui. Je vous ai posé un cas d'école éventuellement. Oui. C'est-à-dire que lorsque,
à l'étape de l'enquête préliminaire, lorsque vous recevez un citoyen et que vous lui formulez ses droits, d'avoir une assistance d'un avocat et qu'il n'a pas les moyens de le faire, comment vous réagissez? En fait, c'est la question. Et puis ensuite, le procureur va réagir. Non, bon, un citoyen qui n'a pas les moyens pour prendre un avocat, en principe, l'État doit lui prendre un avocat. Mais est-ce que c'est prévu par le code? Est-ce que c'est prévu par le code pour dire que, bon, c'est bien, au niveau de l'enquête préliminaire, à ma connaissance, par rapport au nouveau code. Est-ce que vous l'inscrivez sur le PV et que vous le transmettez? Mais plus loin, l'État doit lui constituer, c'est-à-dire, même s'il n'a pas le moyen, lui donner un avocat pour le défendre. Ça, c'est clair. Mais au niveau de l'enquête préliminaire, le droit lui est notifié. Très bien, on a compris ça. Voilà. Monsieur le procureur, voilà un cas. Comment est-ce que la procédure peut évoluer par rapport à un cas pareil? Oui, bon. Là, il y a ce que la loi a prévu. Avocat. Il n'a pas d'avocat. Il y a deux possibilités. Il peut soit appeler le bâtonnier, puisque désormais dans toutes les unités de police judiciaire, il y a le tableau de l'ordre des avocats. Il peut appeler le bâtonnier. Il y a toujours une permanence au niveau du barreau béninois. En tout cas, aujourd'hui, ils ont toujours une permanence. Il peut appeler le bâtonnier qui peut lui trouver un avocat en attendant que la procédure ne continue. Maître, c'est bien le cas. Lorsque bien sûr. Le citoyen à qui on notifie ses droits n'a pas les moyens de solliciter un avocat, est-ce que lorsque l'officier de police judiciaire appelle la permanence du barreau, vous êtes en mesure, parce que je crois savoir que vous avez un programme d'assistance juridique, et bien de fournir à ce citoyen qui n'a pas les moyens d'avoir un assistant juridique, de lui en fournir? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, aux 4 coins du Bénin, nous ne sommes pas capables d'offrir la même assistance, le même niveau d'assistance. Mais nous sommes en train, et très activement, de travailler à faire que l'assistance à toute personne qui en a besoin soit prestement fournie dans des meilleurs délais, vraiment, j'entends meilleurs délais, même si nous n'en sommes pas encore là, nous tendons vers là et nous allons y arriver. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette assistance nécessaire et qui est effective dans toutes les villes ressortissant de la cour d'appel de Cotonou, par exemple. Même de la cour d'appel d'Abomey, on essaye de faire. Mais puisque nous n'avons pas des moyens de l'État, jusque-là nous n'en avons pas, on peut considérer que le principe que l'on demande à la police judiciaire de faire mousser, c'est rappeler à toute personne qui comparaît devant eux, voilà, vous avez droit à un avocat. Et surtout, tolérer que l'avocat arrivant, il ne se conduise pas autrement qu'en quelqu'un qui assiste et qui veut... Qu'on lui donne réellement la possibilité d'assister qui veut qu'on le client qui lui a fait appel. Qu'on conserve à la personne poursuivie ses droits, c'est tout. Et surtout qu'on lui préserve sa dignité. Je vous donnerai suffisamment le temps. Je voudrais qu'on vous pose une question au maître. Vous posez la question et je vais nous renvoyer à la suite et les téléspectateurs avec de cette émission. L'assistance de l'avocat qui vous donne un peu d'éclaircissement par rapport question à ça. Que vous gardez pour la suite à cette émission. C'est une série, on l'a indiqué, le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption l'a indiqué. On a suffisamment à l'entrée de la chaîne pénale indiqué le rôle des officiers de police judiciaire de la police lorsque un citoyen est présenté devant eux, lorsqu'il est suspecté de telle ou telle infraction ou crime. Eh bien, on a commencer par débattre des droits de ces citoyens, la nécessité qu'a l'officier de police judiciaire de lui notifier qu'il a besoin de l'assistance judiciaire, bien sûr, juridique d'un avocat. Quels sont les droits, par exemple, d'un dénonciateur qui se présente devant la police pour dénoncer un cas de corruption? Et dans la suite de la procédure, quels sont les droits et du plaignant et éventuellement du mise en cause? Eh bien, tous ces droits et toute la suite de la procédure, on va l'observer, l'examiner, l'explorer à travers la suite de cette émission où on va se retrouver avec les mêmes personnes ressources. Merci de nous avoir suivis. L'émission sur la chaîne pénale Agir contre la corruption se poursuit dans le prochain rendez-vous auquel nous vous convions. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir fait le déplacement. On se retrouve pour la suite.
de l'entretien. Merci beaucoup. Des citoyens face à l'établissement des pièces administratives. Donc, on a des problèmes de machines, hélas, chaîne publique. Merci d'être là. C'est